Vous avez des gens, des anciens responsables d'entreprise, des anciens ministres, qui nous ont dit, écoutez, oui, là-dessus, je me suis trompé. J'ai pas assez anticipé, j'ai pas raisonné à 20 ans, à 30 ans. Je me suis dit, concrètement, là, dans les 3-4 prochaines années, il y a un besoin pour l'entreprise de sécuriser ses investissements. Il y a un besoin ici de préparer les énergies renouvelables, mais sans réfléchir à 10, à 20 ou à 30 ans. Et puis, vous en avez d'autres, et ça restera quand même une des stupéfactions de la Commission, qui finalement, des années après, ne voyaient pas trop le problème de ne pas avoir entretenu nos barrages, de ne pas avoir relevé le prix de l'électricité pour permettre à EDF d'investir dans ces centrales, de les moderniser et donc de leur permettre de produire et donc de permettre aux Français d'avoir de l'énergie moins chère. Antoine Armand, il est député Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie. Bonjour Antoine Armand. Bonjour. Bonjour. Et bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce rapport de la commission d'enquête qui vise à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. C'était il y a 2 semaines que ce rapport a été publié par la commission d'enquête. Il vise donc à établir, on l'a dit, les raisons vraiment de cette situation dans laquelle la France s'est retrouvée cet hiver avec les peurs, les interrogations. Est-ce qu'on va manquer de courant? Est-ce qu'on va réussir à se chauffer? Vous en êtes le rapporteur de ce rapport. Quel a été et quel est encore aujourd'hui votre rôle par rapport à cette enquête et ce rapport? Écoutez, le rôle d'un rapporteur, c'est justement de mener l'enquête, c'est-à-dire d'organiser les auditions. On a fait plus de 90 auditions, et donc c'est d'abord d'établir comment on va travailler, de se dire qui on va auditionner en premier. Et donc ce qu'on a fait, ce que j'ai mené, c'est des auditions avec d'abord les anciens responsables d'EDF, les anciens responsables de RTE qui s'occupent de gérer le réseau électrique français, puis les anciens ministres de l'énergie. On les a quasiment tous auditionnés dans les 25-30 dernières années. Et puis à chaque audition, de se préparer, de comprendre quel était le contexte de l'époque. Parce que c'est facile de juger a posteriori, de dire mais que s'est-il passé? Ce qui est important, c'est de se remettre dans le contexte de l'époque. Et puis ensuite, bien sûr, d'élaborer, de rédiger un rapport avec des constats, ils sont sévères, mais aussi, parce que c'est le rôle d'un député de 31 ans, des recommandations pour les 30 prochaines années. 150 heures d'audition pour arriver à ce rapport. Donc pour bien comprendre, vous êtes allé à la rencontre des gens, vous les avez reçus, c'est vous qui êtes allé dans leur bureau. Comment ça s'est organisé sur le plan un peu pratique? Alors une commission d'enquête parlementaire, c'est très particulier puisque ça convoque. Une commission convoque et si les personnes auditionnées ne souhaitent pas venir devant la commission, eh bien on peut faire usage de la force publique pour qu'ils s'y rendent. Ça donne un peu le ton de l'entretien. Et puis les personnes qui sont auditionnées devant nous prêtent serment. Elle prête serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Ce qui permet aussi d'avoir des gens qui sont venus très préparés, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, qui sont venus en ayant beaucoup travaillé les dossiers de l'époque, leurs décisions, qui ont parfois assumé leurs erreurs et puis parfois un peu moins. Vous avez cité des anciens premiers ministres, des anciens ministres. Parmi ces 90 personnalités auditionnées, pas des moindres, il y a aussi 2 anciens présidents de la République. C'était une première, ça n'avait jamais été fait jusqu'ici d'auditionner des anciens présidents de la République, en tout cas pour ce thème-là. Oui, il y a une petite subtilité, c'est que, comme vous savez, il y a une séparation des pouvoirs. Et donc, les anciens présidents de la République, on ne les a pas convoqués, on les a invités. Et François Hollande et Nicolas Sarkozy sont venus parler de leur quinquennat et des décisions qu'ils ont prises. Et c'était passionnant parce que, par exemple, Nicolas Sarkozy nous a dit « Le nucléaire, ça a été et ça restera un sujet de président de la République. C'est tellement important, ces décisions tellement lourdes, qu'à un moment, la décision, elle remonte forcément au président. » Et puis François Hollande, il était venu aussi défendre son bilan parce que, par exemple, la loi des 50% sur le nucléaire, elle a été beaucoup discutée, beaucoup attaquée. C'était très important pour nous, pour moi comme rapporteur, d'avoir la version des faits de son initiateur. Vous dites, ces présidents, ils sont venus dans le détail. On est curieux de savoir comment vous, député de la Haute-Savoie, vous avez reçu, même si c'est une invitation, on l'a dit, 2 anciens présidents de la République. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver à être la personne qui interroge des anciens présidents de la République? C'est particulier, ça nécessite de le faire avec évidemment beaucoup de respect, beaucoup de courtoisie républicaine. De protocole? De protocole. Vous avez la rue de l'Université de l'Assemblée nationale qui est bloquée pour pouvoir accueillir les cortèges des anciens présidents de la République dans le contexte aussi sécuritaire qu'on connaît. C'est aussi le moment finalement de dire... Voilà, moi j'étais rapporteur de la commission, mon collègue président de la commission a également une 30aine d'années. C'était aussi le moment de dire qu'on n'était pas là pour faire des procès individuels, on était là pour comprendre et pour aussi ne pas avoir peur de poser les questions, de dire mais concrètement, comment ça se fait? Comment est-ce que ça se fait qu'en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, on ait pris ce retard? C'est ce que j'allais vous dire, vous vous êtes senti suffisamment libre de pouvoir poser toutes les questions dont vous aviez besoin et que vous jugiez utiles et pertinentes? Écoutez, moi, ce qui me frappe beaucoup depuis cet été, depuis qu'on parle des risques de coupure,
c'est que l'énergie, c'est redevenu un sujet de société. Tout le monde en parle. Tout le monde s'intéresse au marché européen de l'électricité, qui est quand même quelque chose de particulièrement technique, de particulièrement compliqué. Mais ça intéresse tout le monde. Pourquoi ? Parce que les conséquences, tout le monde les vit. Les particuliers, les entreprises, les petites comme les grandes. Et donc, c'est cette responsabilité qu'on a eue. Cette responsabilité d'aller au bout des questions, de ne pas s'arrêter à mi-chemin et de dire non mais expliquez-nous, on veut vraiment comprendre et de ne pas avoir peur de poser toutes les questions. Vous avez mis des gants quand même, on imagine ? Pas trop, pas trop. Et les réponses alors, est-ce qu'elles étaient dans la retenue ou pas ? Ou vous avez senti un franc-parler quand même ? Parfois il y avait des gants dans les réponses, mais c'est l'avantage d'une commission d'enquête, c'est que ça permet aussi d'aller au bout. On a fait 150 heures d'audition, vous l'avez dit. Concrètement, ça veut dire que certaines auditions duraient 3 heures, 3 heures et demie. Et on n'a pas eu peur de poser et de reposer les questions. Parce que, et peut-être que moi-même je tomberai un jour dans ce travers, quand vous faites de la politique, vous avez tendance à pas toujours répondre d'abord à la question qu'on vous a posée. Ah bon ? Donc notre travail, en tout cas de parlementaire dans cette commission d'enquête, c'était de poser la question jusqu'à ce qu'on ait une forme de réponse. Et dans ces réponses, alors, qu'est-ce qui est revenu ? Alors, on peut prendre l'exemple notamment de nos 2 anciens présidents de la République, ça nous concerne tous. Qu'est-ce qui est ressorti ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gens, les personnes que vous avez interrogées sur cette responsabilité collective, finalement ? Et aussi un petit peu plus personnelle, notamment pour des présidents de la République. Ce qui est ressorti, c'est une très grande hétérogénéité. Vous avez des gens, des anciens responsables d'entreprise, des anciens ministres, qui nous ont dit « Écoutez, oui, là-dessus, je me suis trompé. J'ai pas assez anticipé, j'ai pas raisonné à 20 ans, à 30 ans. Je me suis dit, concrètement, là, dans les 3-4 prochaines années, il y a un besoin pour l'entreprise de sécuriser ses investissements. Il y a un besoin ici de préparer les énergies renouvelables, mais sans réfléchir à 10, à 20 ou à 30 ans. Et puis, vous en avez d'autres, et ça restera quand même une des stupéfactions de la commission, qui finalement, des années après, ne voyaient pas trop le problème de ne pas avoir entretenu nos barrages, de ne pas avoir relevé le prix de l'électricité pour permettre à EDF d'investir dans ces centrales, de les moderniser, et donc de leur permettre de produire, et donc de permettre aux Français d'avoir de l'énergie moins chère. Donc, à l'arrivée, ce rapport de souveraineté énergétique, on trouve quoi à l'intérieur ? Il retrace finalement donc le récit des dernières décennies des politiques énergétiques françaises. Exactement. Alors, si je dois vous faire 500 pages en 50 secondes, ce que je vous dirais, c'est qu'il retrace l'histoire des 3 dernières décennies. Disant qu'on a eu d'abord des années 90 à la fin des années 2000, une sorte de décennie perdue. Celle où on était encore en avance et on n'a pas assez développé les énergies renouvelables. On n'a pas assez développé ce qu'on appelle maintenant la sobriété. Tout le monde en parle, tout le monde la pratique. Sauf qu'à l'époque, on aurait pu prendre une avance considérable. Puis il y a eu les années 2010, aux années 2017-2018. Là, c'est le moment où ça s'est accéléré et ça s'est aggravé. Pourquoi ? Parce que c'est souvent comme ça dans l'histoire, c'est au pire moment que les pires décisions sont prises. C'est quand on commence à prendre du retard qu'on donne un signal terrible à la filière nucléaire en lui disant finalement on va fermer une partie du parc sans pour autant avoir la capacité de développer des éoliennes, des panneaux solaires partout en France et donc de compenser. Et puis, depuis 2017-2020, c'est très contrasté. On a eu, certes, des décisions très importantes, inédites, sur la relance du parc nucléaire, sur l'accélération des énergies renouvelables, mais on a eu aussi des décisions, comme la fermeture de Fessenheim, comme l'arrêt de la recherche, qui ont été dommageables pour le pays. Antoine Armand, député Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie, vous restez avec nous. Vous allez parler, en plus donc du déroulé de ce rapport sur la souveraineté et indépendance énergétique de la France, des recommandations et un petit peu la marche à suivre pour les prochaines années. Aux côtés du député Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie, Antoine Armand, il est le rapporteur du rapport de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique. Ça fait beaucoup débat, beaucoup se sont emparés de ce sujet et on débroussaille tout ça ensemble avec toi, Alicia Casteras. Alors, en première partie d'interview, on a expliqué un petit peu comment se sont déroulées les auditions pour essayer de ramasser un peu toutes ces informations et ces données. Et donc, dans ce rapport, publié, on le rappelle, il y a 2 semaines, on retrouve aussi 30 recommandations pour les 30 prochaines années. On ne vous demande pas, M. Armand, de toutes les détailler, bien évidemment, mais dans les grandes lignes, c'est quoi la marche à suivre et c'est quoi ces recommandations ? La marche à suivre, c'est d'assumer une forme de prise de conscience. La prise de conscience, c'est celle du mur énergétique qui se situe devant nous. On doit à la fois sortir des énergies fossiles, c'est les 2/3 de notre consommation d'énergie en France. Et ces énergies, non seulement elles sont carbonées, et en plus elles sont importées. Donc c'est ça la vraie dépendance. Et puis, c'est le mur électrique qu'il y a devant nous, puisqu'on a des difficultés à produire de l'électricité en France aujourd'hui, et demain, on en aura besoin de beaucoup plus. Pas seulement un peu plus, probablement 50%, 60% de plus. Et donc, le premier constat, c'est ça, c'est de se dire,
Ayons le courage de constater la lucidité qu'on a un mur devant nous. Et si on fait ce constat, on sortira des oppositions complètement stériles des dernières décennies, selon lesquelles il y avait ceux qui voulaient la sobriété puis qui étaient contre le nucléaire, ceux qui étaient pour les énergies renouvelables qui ne voulaient pas entendre parler de sobriété, et puis ceux qui étaient pro-nucléaire mais qui pensaient que le reste servait à rien. Si on est un peu lucide et qu'on est cohérent, il faut qu'on se rende compte qu'on a besoin des trois, de sobriété, d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire. Et donc, ces 30 propositions pour les 30 prochaines années, elles ont cette vocation-là. Elles ont vocation à dire, on va raisonner dans le temps long. On va se demander où on veut atterrir en 2050. On veut atterrir dans un mix énergétique qui est quasiment plus carboné, qui est au maximum avec de la production locale en France. Comment on y arrive ? Eh bien, on y arrive par l'industrie. On y arrive en ayant des capacités de production renouvelables, nucléaires, sur le territoire français, en faisant collectivement des efforts. Juste un chiffre que je trouve quand même vraiment parlant. Pendant le plan de sobriété cet hiver, on a économisé l'équivalent de 7 réacteurs nucléaires en production. Ça veut dire qu'il y a de la marge. Ça veut dire que si on s'y met collectivement et en production et en consommation, on peut arriver à le surmonter. Et donc les recommandations, c'est sur l'industrie énergétique, sur la maîtrise de la demande, sur la rénovation énergétique bien sûr, et puis sur la recherche. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans ces 30 dernières années, c'est que finalement on a accumulé du retard à chaque fois qu'on s'est dit la recherche, ça peut attendre le développement de l'éolien flottant, de la quatrième génération nucléaire, on fera un petit peu plus tard. C'est exactement comme ça qu'on perd notre avance et qu'on prend du retard. Et c'est d'ailleurs la semaine prochaine, pour la petite anecdote, que RTE présentera son bilan à travers toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. Puis on saura un peu plus dans le détail, notamment sur nos pays de Savoie, comment s'est déroulée la consommation durant cet hiver. Monsieur Armand, si on devait trouver un bilan, une conclusion que vous tirez, vous en tout cas, de cette enquête et de ce rapport sur la souveraineté énergétique de la France ? C'est penser le temps long. C'est ne pas se demander si on fait un programme pour les 5 prochaines années parce qu'il se trouve que ça correspond à un mandat présidentiel ou législatif. C'est se demander où on veut aller en 2050. Quelles sont les options qu'on a. Et en fait, quand on réfléchit, on se rend compte que c'est plus très politicien. Et que la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des énergies renouvelables qu'on installe sur le territoire. Pas les énergies renouvelables qu'on a dans notre tête, dans notre esprit, et qu'on aimerait bien se voir développer partout. Celles qui ont une chance d'être acceptées par les populations. Et puis de se dire aussi que tout ne se résume pas à l'électricité, qu'on va avoir besoin de chaleur renouvelable, de réseaux de refroidissement, qu'on va avoir besoin de tout utiliser. Et donc de poser ce temps long et ces options jusqu'en 2050, et après de faire un peu ce qu'est en train de faire RTE, de revenir en arrière. Très bien, on veut être à telle production d'électricité en 2050, ça veut dire qu'il faut qu'on en soit où en 2040, qu'on ait construit combien de nouveaux réacteurs nucléaires, qu'on ait installé combien d'éoliennes en mer, etc., etc. Et ça, c'est un travail scientifique, technique, industriel. Et à l'heure où on parle de réchauffement climatique, j'imagine qu'on prend aussi en compte une notion d'urgence ? Absolument. Et de toute façon, on ne réussira pas à la transition climatique sans transition énergétique. Parce que, d'abord, l'énergie, c'est une grande partie de notre consommation de carbone, mais aussi pour une autre raison, et ça, le dernier rapport des rapports du GIEC l'exprime très bien. La France, c'est au plus, même avec les importations de carbone, quelques pourcents des rejets de gaz à effet de serre dans le monde. Donc notre responsabilité planétaire, c'est aussi d'être capable de proposer un modèle de progrès social, de croissance, qui permet à d'autres pays de se dire ça peut être un modèle où il y a de la sobriété, mais aussi du nucléaire et des énergies renouvelables. On ne peut pas proposer au monde, à l'Europe, un modèle qui serait uniquement de la décroissance, surtout pour des pays qui sont en train de se développer et qui auront besoin d'infrastructures d'eau, d'infrastructures d'énergie, d'industrie pour croître et pour que les inégalités dans le monde se résorbent. En quelques mots, Antoine Armand, comment vous vous sentez ? Il nous reste une petite minute pour juste savoir comment vous vous sentez après avoir endossé ce rôle de rapporteur sur cette justement commission et ce rapport de la souveraineté énergétique de la France. Je me sens extrêmement déterminé. J'ai très très envie que ce constat du mur énergétique soit répandu, soit diffusé et que chacun en prenne conscience et en prenne sa part, parce que c'est ça, à mon avis, qui permettra qu'on sorte des querelles de chapelle entre telle et telle énergie, entre tel mode de chauffage et tel autre, et qu'on se concentre sur nos objectifs, c'est-à-dire décarboner et redevenir souverain. Antoine Armand, député Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie, merci d'avoir été notre invité en direct dans notre studio Radio Mont-Blanc en ce vendredi. Beaucoup. Merci à tous. Merci, à très bientôt. Merci.